Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères dans la suite du vidéo du cours de la diphtérie, toujours dans le module d'infectiologie. Les liens sont toujours disponibles mes amis dans les descriptions. N'oubliez pas d'abonner pour recevoir les nouveautés des cours. N'oubliez pas de laisser vos commentaires concernant la qualité des vidéos. Et on commence en cette deuxième partie. On va voir les formes cliniques, le traitement et la prophylaxie de la diphtérie. On a déjà vu l'agent pathogène, son épidémiologie la fois passée avec ses formes cliniques et gravité, plutôt avec ses manifestations cliniques et ses complications. Cette fois-là, on va voir les formes cliniques, le traitement et la prophylaxie et on commence. Parmi les formes cliniques, premièrement, la diphtérie maligne. Là, on est en train de parler d'un tableau foudroyant avec un début brutal qui se manifeste par une fièvre élevée, une altération de l'état général, une pâleur avec et prostration. C'est le coup proconsulaire. Une odeur fétide de l'angine qui est perçue à distance. Là, c'est la forme foudroyante. L'angine, elle est installée de forme de telle sorte qu'elle, son odeur, elle est fétide. C'est de la mauvaise odeur de l'angine. Elle est perçue à distance. Là, on pose le diagnostic de typhoïde, plutôt de diphtérie directement. Les adénopathies sont volumineuses, sont douloureuses. Un œdème de la gorge, il est très important. On avait vu déjà la photo de l'enfant là qui a eu la forme foudroyante. Les fausses membranes, elles sont très extensives, nécrotico-hémorragiques. Là, c'est la forme foudroyante. C'est la diphtérie maligne. Le tableau clinique, il est très foudroyant. Le coryza n'est pas mycopurulent, il est sanglant et associé à l'angine. Les signes toxiques sont au premier plan. On va avoir une asthénie majeure due à la toxine. Le pouls, il est abaissé, il est petit, il est rapide, filant. Les bruits du cœur sont assourdis. Une hypotension artérielle s'installer avec des hémorragies profuses, une oligoanurie. Ça, c'est de l'état de choc. Le patient, il est très grave. L'oligoanurie, l'albuminurie et la perturbation de la fonction rénale. Là, ce sont les manifestations toxiniques qui sont accrues, qui sont très élevées, qui sont foudroyants. Le tableau clinique est foudroyant là. Le patient, il est en état de choc. Et bien sûr, l'évolution, elle est fatale le plus souvent, malheureusement. Donc, la diphtérie maligne, c'est le visage foudroyant, le tableau foudroyant. C'est la forme maligne, la forme grave. Là, on voit que la diphtérie, c'est pas une maladie à jouer avec. La, la diphtérie maligne, c'est l'une des manifestations graves dont l'évolution, malheureusement, elle est fatale. Le plus souvent, c'est pour cela on a dit que le diagnostic ou bien la diphtérie, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. On ne joue pas à attendre les résultats de la culture ou bien de prélèvement. On met en route un traitement probabiliste dès qu'on suspecte la maladie ou bien la diphtérie. J'espère que c'est clair. On peut avoir aussi des formes atypiques, une angine diphtérique qui est érythémateuse ou bien érythémato-pulsacée. Parfois, elle est pseudo-herpétique, elle est hémorragique, pseudo-phlegmoneuse, qui est atténuée chez les vaccinés. Donc, l'angine, elle n'est pas toujours pseudo-membraneuse, elle a des formes atypiques, ce sont des formes érythémateuses, érythémato-pulsacées, pseudo-herpétiques, hémorragiques, et plusieurs formes qui peuvent être observées. On a d'autres formes, c'est la forme topographique. Là, on va voir un coryza pseudo-membraneux, la diphtérie cutanée, surtout dans les pays pauvres, avec une porte d'entrée cutanée sur des lésions chroniques. On a dit que la diphtérie peut survenir sur des plaies cutanées, une porte d'entrée qui n'est pas traitée bien, ou bien la diphtérie conjonctivale, auriculaire,
génitales qui sont exceptionnelles. Donc, on a de la diphtérie maligne, c'est le tableau foudroyant. On a les formes atypiques de l'angine diphtérique. Et on a la forme cutanée, là, c'est la forme topographique. Là, vous voyez un exemple de la diphtérie cutanée. C'est une lésion ou bien une plaie maltraitée chronique qui a été infectée par la diphtérie et vous voyez les séquelles là. Là, c'est des lésions graves. Imaginez ces lésions-là au niveau d'un organe noble comme le cœur. C'est le décès, malheureusement. C'est le tableau foudroyant. Donc, la diphtérie maligne, c'est ne pas à jouer avec. Ah, on a vu la sévérité de la maladie. On passe maintenant au diagnostic positif. Bien sûr, le diagnostic est évident. Devant le tableau clinique, on n'attend pas les résultats de culture. On voit une angine à fausse membrane avec un coryza, une fièvre modérée, des adénopathies avec pâleur. Là, on peut mettre le diagnostic de la diphtérie. C'est une urgence thérapeutique, je répète, c'est le but du cours. La diphtérie, c'est une angine, c'est une urgence thérapeutique. Dès qu'on voit l'angine à fausse membrane avec le coryza et les adénopathies, là, on pose le diagnostic de la diphtérie avec ça peut nous aider dans la notion de l'absence de vaccination ou de rappel vaccinal. Surtout si le patient n'est pas vacciné contre la diphtérie ou bien n'a pas de rappel. Un patient adulte qui n'a pas un rappel vaccinal à la diphtérie, qui a une angine à fausse membrane avec un coryza et adénopathie, là, on ne joue pas à attendre les résultats des prélèvements de gorge. Là, on va administrer de traitement, probabiliste du traitement en urgence avec un isolement respiratoire plus la déclaration obligatoire. Notez bien ces trois mentions-là. C'est pas juste pour l'examen, mais c'est pour vous dans votre vie pratique. L'absence de vaccination ou bien de rappel vaccinal et des cas similaires dans l'entourage, ça nous fait aider à poser le diagnostic de la diphtérie qui est une urgence. Maintenant, la confirmation de l'examen bactérie, c'est à l'aide, comme je vous ai dit, du prélèvement de gorge par écouvillonnage des fausses membranes. Là, on va trouver les bacilles qui sont représentés par la fausse membrane. On va réaliser avant le traitement et adresser en urgence au laboratoire. Tout ce qui est en rouge, c'est nécessaire, c'est important. Et on va faire un ensemencement sur milieu de culture. C'est grâce à l'examen direct plus la culture qu'on va voir la mise en évidence du Corynebacterium diphtérie. Ce sont des bacillogrammes positifs sous forme de bâtonnet. On va mettre de l'antibiogramme systématique toujours après la culture. Un antibiogramme est systématique. Pourquoi? Pour voir la sensibilité de cette bactérie aux antibiotiques. On peut aussi rechercher systématiquement le gène TOX par PCR. Pourquoi? Pour mettre en évidence la possibilité d'atteinte toxinique, parce que les toxines vont mener à des manifestations cliniques graves, cardiaques, neurologiques et rénales. On a aussi un test qui s'appelle le test d'ELEC, qui va rechercher la production in vitro de l'exotoxine. Donc, c'est de la culture, c'est de l'écouvillonnage, c'est la mettre en évidence du Corynebacterium diphtérique, des bacilles gram-positifs sous forme L et V. On peut rechercher systématiquement, bien sûr. On va faire systématiquement d'un antibiogramme. On va rechercher le gène tox par PCR à craindre des manifestations toxiniques. Et peut utiliser bien le test d'ELEC pour rechercher la production in vitro de cette exotoxine. Ça, c'est pour le diagnostic positif. C'est facile, mais c'est à garder à tête. C'est à retenir par cœur. Maintenant, avant de passer au traitement, on va voir quelques diagnostics différentiels de la diphtérie. Donc, la mononucléose infectieuse. Elle a des fausses membranes, mais ils sont localisés aux amygdales. Ils ne sont pas extensifs.
Deuxièmement, les angines à germes pyogènes, mais ils n'ont pas les mêmes caractéristiques de la diphtérie. On a dit que les lésions ou bien ces fausses membranes étaient caractérisées par quatre critères qui sont adhérentes, cohérentes, reproductibles et extensives. Gardez ces quatre critères en tête. C'est ces quatre critères de la fausse membrane qui peuvent aider le diagnostic ou bien différencier la angine, diphtérie, ou bien la diphtérie angineuse, les fausses membranes diphtériques aux autres fausses membranes, à d'autres germes. Cette fois-là, c'est un germe pyogène. Parfois, on a la candidose oropharyngée. Ça, c'est de la parasitologie. La candidose peut se manifester par un enduit blanchâtre oropharyngé. Ça, c'est du champignon qui est situé au niveau de la cavité buccale, surtout en cas d'immunodépression. Ça, c'est du candidose oropharyngé ou parfois des hémopathies malignes ou bien des lymphomes qui vont rassembler à le coup proconsulaire. Donc, tout ça sont des diagnostics différentiels, mais avec un interrogatoire minutieux, avec une attention, avec de l'intelligence, on peut poser le diagnostic de diphtérie, entamer un traitement rapide, isoler le patient, limiter les dégâts et sauver des vies. J'espère que c'est clair. Maintenant, notre dernier titre, ce sont les traitements et la prophylaxie. Pour le traitement, c'est une urgence thérapeutique, c'est de l'hospitalisation et l'isolement. Donc, il n'est pas traité en ambulatoire le patient, c'est de l'hospitalisation. Le patient, il est hospitalisé et isolé. Pourquoi? Le but de ces mesures-là, c'est pour neutraliser la toxine à l'aide d'une sérothérapie antidiphtérique, la clairance bactérienne par une antibiothérapie adéquate, éviter les complications qu'on avait déjà parlé dans la première partie et procurer une immunité du malade par une vaccination. Donc, le patient est pris en charge sur plusieurs plans dans dans l'hospitalisation, pas dans l'ambulatoire. C'est une urgence thérapeutique. On va utiliser de la sérothérapie, de l'antibiothérapie et vaccination pour immuniser le patient et éviter les complications. Maintenant, on va détailler les modalités des traitements. Premièrement, la sérothérapie ou bien c'est l'antitoxine. Donc, on va neutraliser la toxine. La toxine, c'est grave. La toxine nous donne des manifestations à distance. Les manifestations disséminées, on va les neutraliser. Donc, la neutralisation de l'autotoxine, c'est de la sérothérapie. Elle est précoce, sans atteindre les résultats bactériologiques. Je répète, toujours ce terme-là il se répète. On ne doit pas attendre les résultats bactériologiques. Elle est administrée selon la méthode de Beseretka qu'on va voir dans les plaques suivantes. Un sérum antidiphtérique à injecter le plus rapidement possible, sous-cutané ou bien en intramusculaire. Donc, un sérum antidiphtérique est à injecter rapidement pour éliminer l'exotoxine diphtérique. La posologie, elle est adaptée selon la gravité. Chez l'enfant, c'est entre 20 000 et 40 000 unités. Chez l'adulte, c'est entre 40 000 et 60 000, mais sans dépasser les 120 000. Donc, la neutralisation de la toxine, la sérothérapie, elle est très nécessaire. Elle est essentielle pour le traitement par les posologies qui sont indiquées dans les deux titres-là. J'espère que le traitement curatif est facile maintenant. Maintenant, la méthode de Bessredka. C'est quoi cette méthode? C'est l'épreuve de tolérance. Donc, l'antitoxine ou bien la sérothérapie, on va introduire de nouveaux molécules dans le corps humain. On fait craindre une réaction allergique ou bien immunologique. Parfois, les patients ne tolèrent pas cette sérothérapie. Donc, on va administrer selon la méthode de Bessredka par prudence. Quelle est cette méthode de Bessredka? C'est facile. Premièrement, on va administrer
juste 0,1 millilitre du sérum en sous-cutané. Après 15 minutes, s'il n'y a pas d'effet secondaire, on va introduire 0,25 millilitres s'il n'y a pas, je répète, l'absence d'effet secondaire. Et après un deuxième quart d'heure, après notre 15 minutes, on va donner la dose restante, moitié par dose intramusculaire et l'autre par moitié sous-cutanée. Donc, je répète la méthode de BCLK. On va tester cette sérothérapie. Premièrement, 0,1 millilitre en sous-cutané. On va attendre 15 minutes. S'il n'y a rien, on va administrer 0,25 cette fois-là. Si pour la deuxième fois, il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de réaction allergique, il n'y a pas une tuméfaction ou bien des réactions idiosyncrasiques ou bien immunologiques, là, on va donner le reste. Après 15 minutes, bien sûr, le reste de la dose de sérothérapie, leur moitié par voie intramusculaire et l'autre moitié sous-cutanée. Ça, c'est simplement la méthode de Pesritka. Elle est utilisée pour plusieurs sérothérapies. C'est une méthode qui est préventive ou bien prudence. C'est la prudence dans la mise à mettre en route du traitement sérothérapique. On avait vu la sérothérapie, c'est la première modalité de traitement. Maintenant, l'antibiothérapie. Donc, heureusement, la diphtérie, elle est sensible à la pénicilline G. Donc, l'antibiothérapie nécessite à la pénicilline G, selon les posologies indiquées. S'il y a allergie à la pénicilline, on peut utiliser les macrolides. Le antibiotique le plus utilisé là, c'est l'érythromycine. Donc, ou bien azithromycine, on peut utiliser de la pénicilline G. Chez l'enfant, c'est 100 000 unités par kilogramme. Et chez l'adulte, c'est 2 millions d'unités par jour en 2 injections. S'il y a une allergie, on peut utiliser des macrolides, c'est de l'érythromycine ou bien azithromycine. Chez l'enfant, c'est 50 mg par kilogramme par jour en 4 prises. Chez l'adulte, ce sont 2 grammes par jour en 2 prises. Ou bien l'azithromycine, cette antibiothérapie est utilisée pendant 3 à 5 jours. Ça, c'était le traitement curatif, c'est l'antibiothérapie. C'est la sérothérapie qu'on a vu précédemment par la méthode de Bessredka, plus l'antibiothérapie, c'est de la pénicilline G ou bien s'il y a allergie, c'est de l'érythromycine ou bien l'azithromycine pendant 3 jours. Non, le traitement symptomatique, c'est le repos strict au lit, c'est l'équilibre hydroélectrolytique, l'alimentation correcte, le traitement, juste le traitement des complications. Pour le coup, on va mettre le corps pour la croupe, plutôt pour la croupe diphtérique, c'est le traitement corticoïde en IV. Si l'aggravation, on va transférer le patient en réanimation pour intubation ou bien une trachéotomie. Pourquoi? Parce que les voies aérodigestives supérieures sont touchées par cette croupe, donc ou bien de la corticothérapie pour limiter la réaction inflammatoire, ou bien de la réanimation, c'est de l'intubation. Si l'intubation n'est pas possible, on va faire une trachéotomie. L'essentiel, les voies aériennes doivent être libérées. Pour la myocardite, on peut utiliser les digitalo-diurétiques ou bien la pose d'une sonde d'entraînement électrosystolique selon l'importance de l'atteinte. Donc, on va traiter les complications selon le terrain. S'il y a de la croupe, on va lutter contre. S'il y a de l'atteinte cardiaque, on va lutter avec les digitaliques et les diurétiques pour limiter les dégâts ou bien limiter les séquelles de ces complications. Ça, c'était le traitement de la diphtérie. Donc, on va lutter sur 3 terrains. On va utiliser de la sérothérapie,
l'antibiothérapie plus le traitement symptomatique et on va traiter les complications cardiaques, rénales et respiratoires. Maintenant, le dernier titre, c'est la prophylaxie. Comment faire la prophylaxie contre la diphtérie, contre cette maladie contagieuse, cette épidémie qui vit en Algérie. Premièrement, c'est la mesure d'isolement. Donc, le patient doit être isolé respiratoirement. Donc, c'est l'isolement respiratoire du patient. Il est, il ne doit être levé qu'après deux prélèvements de gorge qui sont négatifs, réalisés à l'intervalle de 24 heures après un arrêt d'antibiotiques en J15 et J16. Donc, le patient doit être isolé. La déclaration, elle est obligatoire, bien sûr, ça c'est en rouge. Le patient ne doit pas sortir de l'isolement qu'après deux prélèvements de gorge négatifs à J15 et J16 après l'arrêt de l'antibiothérapie. Donc l'isolement, c'est parmi les mesures qui doivent être mises en évidence pour limiter ou bien dans la prophylaxie de la diphtérie. Deuxièmement, son entourage qui ont déjà eu un contact avec le patient. C'est le dépistage des sujets qui sont en contact avec le patient. Pourquoi? C'est la recherche des porteurs sains. C'est l'enquête épidémiologique, l'examen clinique et les prélèvements de gorge avec tous les patients, avec tous les individus où le patient a eu un contact avec. Et on peut utiliser de l'antibioprophylaxie chez ces patients-là, chez ces porteurs sains. C'est la benzathine, c'est l'extensiline. Chez l'enfant inférieur à 6 ans, c'est 600 millilitres, 600 000 unités en injection musculaire. Chez l'enfant supérieur à 6 ans, c'est 1 200 000 unités par millilitre. En cas d'allergie à la pénicilline, on va utiliser de l'érythromycine à dose de 50 mg par kilogramme par jour. Donc, c'est l'isolement respiratoire, déclaration obligatoire, le dépistage des personnes qui ont eu un contact avec le patient et antibiothérapie prophylactique pour ces patients-là pour éviter les séquelles de la diphtérie chez eux. En dernier lieu, la vaccination. La vaccination, elle est obligatoire. Le malade, la vaccination du malade rapidement. La sérothérapie ne fait pas que neutraliser la toxine. Donc la sérothérapie, elle va juste neutraliser la toxine. Elle n'est pas immunisante. Le patient ne veut pas acquérir une immunité avec cette sérothérapie. Donc on doit le vacciner. Donc cette primo-vaccination de 3 doses de DTC qui a un mois d'intervalle plus un rappel après un an. Donc, vaccination du patient est nécessaire, plus la vaccination des sujets en contact selon leur statut vaccinal. Là, il existe trois cas. Là, vous devez faire attention, là, ça nécessite un peu de concentration. Les sujets qui ont eu un contact avec le patient. Il y a trois cas. Premièrement, si ces sujets ne sont pas vaccinés, on doit administrer les deux, la vaccination plus la sérothérapie. Donc, chez les sujets qui ont eu un contact et ne sont pas vaccinés, c'est la double thérapie, c'est la vaccination et la sérothérapie antidiphtérique. Pourquoi? Pour neutraliser les toxines s'il existe et de vacciner, donner de l'immunité chez ces patients-là pour lutter contre la diphtérie. Ça, c'est le premier cas. Le patient non immunisé. Deuxièmement, si les sujets en contact sont vaccinés plus d'un an, mais moins de 5 ans, là, on fait juste un rappel, parce que le rappel est mis plus de 5 ans. Donc, après un vaccin, un rappel plus va protéger le patient cette vaccination pendant à peu près 5 ans. Donc, si le sujet est vacciné plus d'un an et moins de 5 ans, on va juste faire du rappel. Maintenant,
Si le patient-là, il est vacciné depuis moins d'un an, donc c'est une vaccination récente, là, on va rien administrer, ni de sérothérapie, ni de vaccination. Le patient, il est protégé. Donc, le statut vaccinal du patient qui ont eu un contact avec le malade va déterminer la conduite thérapeutique chez les patients non immunisés. Et la vaccination plus la sérothérapie. Si le vaccin il est inférieur, la durée il est inférieure à 5 ans depuis l'administration de vaccination, là c'est un rappel. Mais si la vaccination elle est récente, c'est moins d'un an, donc c'est l'abstention thérapeutique, le patient il est immunisé heureusement. Là, vous voyez le tableau vaccinal de la diphtérie. Donc, on va parler de la nécessité ou bien la valeur de la vaccination contre la diphtérie. C'est une maladie létale, maladie très contagieuse, maladie mortelle. Donc, la nécessité de la vaccination, elle est essentielle pour éviter les séquelles. Maintenant, une conclusion. La diphtérie, c'est une maladie infectieuse qui est devenue rarement après la généralisation de vaccination. Heureusement dans l'Algérie, mais elle persiste toujours par des cas sporadiques de petites épidémies sous forme atténuée due, due à la diminution de la protection post-vaccinale chez les adultes. Donc, c'est le rappel vaccinal qui est à respecter chez les adultes qui va donner ces formes sporadiques épidémiques. C'est pour cela on est en train de répéter l'intérêt de la vaccination. C'est écrit en rouge qui permettra la disparition des souches qui sont toxiniques et qui sont circulantes. Donc, dans la cours de la diphtérie, la vaccination a un intérêt primordial, comme c'est écrit dans la conclusion là. Et on a terminé le cours de la diphtérie. Je vous dis merci pour votre attention. N'oubliez pas d'abonner pour recevoir les prochains cours dans ce module d'infectiologie. Merci pour votre attention et je vous revois prochainement, Inch'Allah. Bon courage.